pour éviter les bruits. Donc je vais vous présenter les résultats enfin les premiers résultats, parce qu'on est encore en train d'analyser les données qu'on a récoltées. Les résultats d'une étude qui utilise une approche différente de celle que j'avais utilisée lors de ma thèse de doctorat, que j'avais présentée il y a 2 ans en Morvan. Donc pour ceux qui étaient en Morvan il y a 2 ans, les premières diapos vous rappeler des choses, et pour les autres, ça va vous présenter le contexte un petit peu rapidement. Donc c'est une étude qu'on a fait avec l'université de Oulu en Finlande, qui était intéressée pour eux. Ils ont des tourbières sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé. Ils ont développé des méthodes. Ils étaient intéressés pour travailler avec nous pour essayer de valider les méthodes développées en Scandinavie sur des tourbières situées un petit peu plus au sud. Et puis donc disons la base de l'étude a été faite avec l'University College à Londres et puis l'Université de Lyon-Saint-Étienne. Et puis donc le Conservatoire d'espace naturel du Limousin, qui est gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Tourbière des Doges en Limousin. Donc juste pour situer le contexte, c'est ce genre de tourbière dont on parle, donc des grandes étendues de plusieurs centaines d'hectares dans le fond d'alvéoles granitiques, et donc qui sont extrêmement répandus sur les hauts plateaux du Limousin, le plateau de Millevaches, le plateau d'Ambazac, les monts d'Ambazac, pardon. Et donc si on regarde la distribution de ces tourbières dans le paysage, donc là les tourbières en rouge qui sont calquées sur le modèle numérique de terrain avec les zones en altitude ici, le plateau de Millevaches et puis le plateau sur le côté. On voit que ces tourbières sont toutes localisées dans les fonds d'alvéoles granitiques, donc le contexte géomorphologique ici joue un rôle important pour expliquer la distribution. Le contexte géologique aussi, et ce contexte, la compréhension du contexte géologique et hydrogéologique en contexte granitique a beaucoup évolué au cours des dernières années, puisqu'il y a jusqu'à, disons, 15 ans, on pensait que le granit en lui-même était complètement imperméable, à l'exception de quelques fissures dispersées, puis quelques couloirs de fracturation, et que donc la zone active hydrologiquement était juste la couche superficielle des altérites de quelques mètres de profondeur et puis du sol. Et que donc les tourbières qui étaient dans les fonds d'alvéoles étaient essentiellement alimentées par les précipitations, par le ruissellement. Depuis quelques, disons 10-15 ans, la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du granit a beaucoup évolué, et on s'est aperçu, qu'il y avait plusieurs dizaines de mètres constitués par une zone densément fissurée, fissurée non pas par la tectonique, mais par l'altération, les phénomènes d'altération du granit. Et donc cette zone fissurée constituée avec la saprolite, les arènes, constitue un aquifère à 2 couches, où il y a une couche supérieure qui est un petit peu capacitive, qui retient l'eau du fait d'une grosse porosité, d'une relativement faible perméabilité, et puis une couche transmissive qui n'a pas une porosité, une capacité de rétention en eau importante, mais une conductivité hydraulique importante, ce qui fait que l'eau circule très très vite dans cette zone. Donc la compréhension du fonctionnement hydrologique des tourbières change du tout au tout selon le modèle hydrogéologique considéré pour le paysage granitique. Et donc on a voulu un petit peu tester ça sur un cas d'étude, donc la réserve naturelle nationale de la Tourbière des Doges, qui est située dans les monts d'Ambazac, juste en périphérie du Massif central. Donc c'est un alvéole qui a été décrit d'un point de vue géomorphologique par Valadas comme un alvéole typique, avec en fait une
sorte de cirque dans le fond duquel on a un replat, des modelés assez ronds, des puits, ce qu'on appelle les puits en limousin assez ronds, et puis une sorte de goulot d'étranglement en sortie de l'alvéole qui conduit vers un autre alvéole en aval. Et donc la tourbière, qui fait une quarantaine d'hectares, est située dans le fond de l'alvéole. On a une petite colline résiduelle ici au milieu de l'alvéole, et on a des petites formations tourbeuses un petit peu périphériques dans les talbegs, et puis dans les, je ne sais pas si on peut appeler ça un alvéole, mais des formations un petit peu plus petites. Et donc c'est une photo de la tourbière des Doges, avec les formations tourbeuses dans le fond, la colline résiduelle, le puiron au milieu de la tourbière, et puis les coteaux couverts essentiellement de forêt. C'est un site Natura 2000 qui a été, on dit désigné en français, notifié essentiellement pour... il y a la présence de milieux forestiers, mais il a été désigné essentiellement pour la présence de tourbières hautes actives, cartographiée ici sur la carte du DOCOP. Donc la question qu'on se pose quand on confronte ces deux approches, végétation et contexte géomorphologique, c'est quelle est vraiment l'origine de l'eau qui alimente cette tourbière. Donc c'est ce qu'on a voulu étudier un petit peu. Donc dans le cadre de ma thèse, il y a plusieurs années, on avait utilisé la tomographie de résistivité électrique, donc qui permet un petit peu de cartographier en profondeur, de faire un profil de la résistance au passage de l'électricité des formations géologiques. Et donc très succinctement, ce qu'on avait vu, c'est que les arènes, qui sont ici en bleu, donc assez conductifs, ont été quasiment évacuées, à part sur quelques replats, quelques sommets de collines intermédiaires. Et pratiquement tout le profil est constitué de l'horizon fissuré, du granit densément fissuré, qui peut être saturé donc en eau, donc qui conduit bien l'électricité ici, ou non saturé, désaturé au-dessus, où il y a donc de l'air dans les fissures et où la résistance électrique est beaucoup plus importante. Donc ça apparaît en rouge ici. Et donc l'interface ici entre les zones conductives et résistives, on l'a interprété comme la nappe, en fait, la nappe locale, aux erreurs plus ou moins près du modèle. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cette nappe recoupe les limites quasiment exactement de la zone humide. Donc on peut se dire que la zone humide dépend de la circulation de la nappe dans le granit. Alors un autre indice, c'était les suivis piézométriques qu'on a fait, avec des suivis du niveau d'eau en noir ici dans la tourbe, et du niveau piézométrique dans des piézomètres insérés sous la tourbe. Donc c'est un tube qui est étanche tout le long de la traversée de la tourbe, qui n'est ouvert que dans les formations minérales sous-jacentes. Et on mesure le niveau d'eau dans ce tube. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que le niveau d'eau, le niveau piézométrique, est en fait au-dessus du niveau du sol. Donc on a des conditions artésiennes avec des remontées d'eau depuis le sous-sol à travers la tourbe et jusqu'à la surface. Et c'est donc ça qui maintient le niveau d'eau à la surface du sol pendant la majeure partie de l'année, excepté pendant l'été, lorsque les niveaux d'eau, les niveaux piézométriques dans l'arène chutent, et on a de façon quasiment instantanée une chute des niveaux dans la tourbe. Alors on a essayé d'aller un petit peu plus loin en utilisant un modèle hydrologique pour essayer de calculer de façon mathématique dans un ordinateur les différents flux d'eau, donc la pluie, les précipitations, l'interception, l'évapotranspiration, la circulation au-dessus du sol, dans le sous-sol, etc. Et donc ça c'était les résultats du modèle. Donc on a essayé de simuler en gris ici les données observées. Donc les données observées sont les petits
pointillé en noir. Et donc on voit qu'on a on reproduit de façon assez fidèle les variations du niveau d'eau dans la tourbe. On a des erreurs qui sont de l'ordre d'une dizaine de centimètres, alors que l'intervalle, l'amplitude d'altitude au niveau du site, c'est de l'ordre de 100 mètres. Donc une performance du modèle qui est très très bonne. Et donc on a utilisé ce modèle pour essayer de cartographier les niveaux d'eau dans le sol sur l'ensemble du bassin versant. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a en gris les zones où la profondeur de la nappe est inférieure à 0,2 m à peu près. Et on voit que le modèle prédit très très bien les limites de la tourbière cartographiée sur la base de la végétation. Y compris dans les zones où on n'avait pas de données qui ont été utilisées pour calibrer le modèle. Donc le modèle pouvait être utilisé de façon assez fiable pour essayer de quantifier le bilan hydrique de la tourbière. Donc ici on a une reproduction simplifiée de la tourbière avec des précipitations, à peu près 1300 mm par an. On a les formations minérales sous-jacentes, on a la zone saturée de la tourbe, donc la tourbe qui est complètement saturée, la zone non saturée, et puis la surface de la tourbe, et on peut calculer, le modèle permet de calculer en fait toutes les entrées, toutes les sorties de chacun des compartiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer que les apports souterrains, donc issus des formations du granit, correspondent à peu près à 30% des apports en moyenne sur l'année, à mettre en relation avec les apports par précipitation directement sur la tourbière, 30%, et les apports par ruissellement au niveau du bassin versant de 40%, sachant que la majeure partie de ces apports sont en fait de l'eau d'exfiltration des formations minérales. Donc l'eau sort, en fait suinte au niveau du sol en amont de la limite de la tourbe. Donc une bonne partie de ces apports-là sont issus des eaux souterraines aussi. Et si on regarde la zone saturée, on s'aperçoit qu'en fait les apports souterrains sont déterminants et constituent 92% des apports à cette zone saturée. Donc ce sont les apports souterrains, les remontées d'eau issues des formations d'altération du granit qui déterminent la position de la nappe au cours de l'année dans la tourbière. Ce n'est pas les précipitations, ce n'est pas les apports par ruissellement, parce que ces apports-là se produisent essentiellement quand la tourbière est déjà saturée, et donc tout apport supplémentaire d'eau finit directement dans le ruisseau. Donc ça c'était voilà. Et donc ce que nous permet le modèle également, c'est d'essayer de cartographier les zones où on a une exfiltration de l'eau souterraine. Donc l'eau de pluie tombe en périphérie du bassin versant, circule dans les formations d'altération du granit et ressort au niveau des creux sous forme de suintement. Et donc le modèle permet de cartographier. Donc ça c'est la moyenne sur 12 ans, je crois, des flux d'exfiltration par mois de l'année. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que pendant les périodes humides, on a de l'exfiltration sur tous les petits alvègues minéraux. Et que par contre en été et en début d'automne, cette exfiltration sur les sols minéraux cesse. Et par contre, on a toujours une exfiltration au niveau de la tourbière. Et encore une fois, on s'aperçoit que le modèle suggère que les zones d'exfiltration en fin d'été correspondent très très bien aux limites de la tourbière, cartographiée de façon indépendante grâce à la végétation. Donc on a une très forte suspicion ici que le facteur déterminant de la distribution
de la tourbe et des végétations tourbeuses, c'est l'exfiltration des eaux souterraines circulant dans les formations d'altération du granit. Alors ça reste un modèle qui n'est aussi bon que le modèle conceptuel, c'est la compréhension qu'on a du système, et aussi bon que les données qu'on a récoltées. Donc on a voulu utiliser une méthode différente pour valider ces résultats et essayer de valider les résultats de manière indépendante. Et donc pour ça on a utilisé des isotopes stables de l'eau. Alors juste très brièvement un petit rappel sur les isotopes. Donc, pour l'hydrogène, par exemple, hein, l'eau c'est H2O, donc pour l'hydrogène on a un proton et un neutron, et de temps en temps on a un atome d'hydrogène qui a un neutron en plus, donc c'est un isotope de l'hydrogène qu'on appelle le deutérium, qui est, du fait, puisqu'il a un neutron en plus, il est un petit peu plus lourd, et il représente une très faible partie de l'hydrogène constituant l'eau circulant dans l'environnement. Et on a la même chose pour l'oxygène. Donc l'isotope le plus fréquent c'est l'oxygène 16, et on a l'oxygène 17, donc 17 neutrons, et l'oxygène 18 neutrons. Donc on utilise souvent l'oxygène 18, le deutérium, pour suivre la circulation de l'eau dans l'environnement. Et donc, du fait de la présence d'un neutron en plus, ces éléments sont un petit peu plus lourds, et comme ils sont un peu plus lourds, eh bien, ils s'évaporent moins vite et ils condensent plus vite. Vous pensez un peu, mon beau-père travaillait dans le cognac, donc j'ai fait l'analogie, si vous chauffez un peu le vin, vous allez avoir les éléments les plus légers et les plus intéressants qui s'évaporent en premier. C'est un peu pareil pour les isotopes stables de l'eau. Et donc on peut suivre la composition isotopique de l'eau, et celle-ci change dans l'environnement. Donc en général on exprime par rapport à la composition moyenne de l'océan. Quand l'eau s'évapore, ben, les isotopes les plus lourds restent là, donc la vapeur est déplétée, donc ça se dit pas en français, elle contient moins d'isotopes lourds que l'océan. Par contre, quand ces isotopes lourds se condensent en premier, donc la pluie est un petit peu plus lourde que la vapeur, et ainsi de suite. Et donc on a des différences de composition en fonction de la circulation de l'eau. Et en fonction également de la température. Et donc, au cours des saisons, on peut suivre la composition isotopique des précipitations. Et on obtient ça. Donc là, par exemple, c'est pour l'oxygène 18. On a une variabilité saisonnière de la composition, avec des eaux un petit peu plus légères ou un petit peu moins riches en isotopes lourds en été, et des eaux un petit peu plus lourdes en hiver. Et donc cette variabilité dans les précipitations, elle va arriver dans le bassin versant, tout ça, ça va se mélanger, et à la sortie dans le ruisseau, on aura quelque chose qui est un peu plus stable. Et l'amplitude dépendra en fait de la capacité de mélange, de la capacité du réservoir, et puis du temps de résidence de l'eau dans le bassin versant. Donc ça, c'était pour l'oxygène 18. On retrouve ça avec le deutérium, et donc si on fait un graphe de la composition, de la concentration de deutérium et en oxygène 18, on a ça. Donc la pluie qui se met le long de ce qu'on appelle la ligne météorique globale, mais qui varie beaucoup, donc plutôt en été, plutôt en hiver. Tout ça se mélange dans le sol. Souvent, la composition de l'eau souterraine est beaucoup plus stable, parce que c'est un mélange d'eau estivale et d'eau hivernale, ça se mélange, ça fait tout ça. Une partie de cette eau souterraine sort dans les ruisseaux, mais ce qui sort dans les ruisseaux, c'est un mélange à la fois d'eau souterraine et puis d'eau de pluie. Et donc, en général, la dispersion de la composition isotopique dans les ruisseaux est beaucoup plus importante. Et donc, d'après le rapport entre ces trois types d'eau, on peut estimer quelle part les eaux souterraines et les eaux de pluie prennent
l'eau qui circule dans les ruisseaux, l'eau de la nappe, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur la tourbière des Doges. On a suivi la composition isotopique pendant un mois et demi, donc qui s'aligne sur la ligne globale météorique. Je vais vous demander de retenir ce point-là. C'est le dernier point qu'on a fait. Donc vous voyez qu'on a quand même une variabilité assez importante. Si on avait fait sur toute l'année, on aurait eu des points ici également en hiver. Là, c'était en août et début septembre. Donc ça, c'est la moyenne pondérée des eaux de pluie. Et puis, on a fait des prélèvements d'eau dans des eaux souterraines, en fait. Donc pour ça, on a été dans les captages d'eau potable des communes environnantes. Donc on a prélevé de l'eau, là par exemple c'est sous des arènes, là c'est un forage assez profond dans granit fissuré. Là également, là dans le Gneiss on a su après. Et là c'est la sortie d'une galerie de mines d'uranium qui passe à 100 mètres sous le bassin versant de la tourbière. Donc on pense que ça c'est une bonne représentation de la composition des eaux souterraines. Et voilà où ça se met. Donc on a une forte concentration des eaux souterraines, elles sont toutes quasiment identiques, donc un bon mélange des eaux de pluie, d'hiver, d'été, etc. On a une composition qui est très fiable. Donc si on prend la moyenne de ça, on a une bonne idée de la composition des eaux souterraines, et on peut utiliser ça pour tracer la composition de l'eau dans la tourbière. Ensuite, on a fait des prélèvements dans deux petites mares qui sont juste à la périphérie, à l'interface entre les sols tourbeux et les sols minéraux. Et ce qu'on remarque, c'est des petits points marron bordeaux ici, on a une composition qui est identique à celle des eaux souterraines. Donc là, un petit peu d'influence de l'eau de pluie peut-être, mais très peu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces mares sont donc alimentées essentiellement par l'exfiltration d'eau souterraine. Donc ça, c'était intéressant comme résultat déjà. Ensuite, on a pris des échantillons dans les petits cours d'eau qui passent à travers la tourbière. Et là, comme supposé, on a une variabilité un peu plus importante parce qu'on a un mélange d'eau souterraine. Donc par exemple ici, probablement sur ces ruisseaux-là, c'est essentiellement l'exfiltration des eaux souterraines qui alimentent le ruisseau. Et puis là, on a un petit peu plus d'eau de pluie qui sont mélangées avec des eaux souterraines. Et alors celui-là est intéressant parce que c'est un endroit où le ruisseau stagne au milieu de la tourbière, donc on a de l'évaporation. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les points qui vont se mettre sur cette partie-là du graphe sont des points qui seront influencés par l'évaporation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Donc, ce point-là, probablement, est influencé par l'évaporation. C'est probablement un point qui était à peu près ici, avec de l'eau qui a stagné et puis qui petit à petit s'est éloigné de ce groupe-là du fait de l'effet de l'évaporation. Inversement, si on a des points qui se mettent ici, c'est l'effet inverse de l'évaporation, c'est-à-dire la condensation. Et c'est ce qu'on voit. Donc là, si c'est des échantillons d'eau qu'on a pris dans la tour de surface. Donc simplement, on prend la tour de surface, on presse et on récupère l'eau dans une bouteille, on analyse. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces points ne sont pas uniquement de l'eau souterraine, sont pas uniquement... Donc tous ces points ont été prélevés après cet événement pluvieux ici. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas que de l'eau souterraine, c'est pas que de l'eau de pluie, c'est un mélange des deux. Et donc en fonction de l'éloignement entre ce point-là, qui est le dernier point d'eau, point de pluie avant les prélèvements, et la moyenne des eaux souterraines, on peut estimer la contribution respective des eaux souterraines et puis des eaux de pluie à la composition de l'eau dans la surface de la tourbe. Donc on a des points où l'eau de pluie est prépondérante, des points où l'eau souterraine est prépondérante. On a des points qui sont un petit peu affectés par la transpiration et l'évaporation. Et puis on a toute une partie de points ici qui est dans la zone de condensation.
Donc ce qu'on suppose, c'est qu'il y a un effet, il y a un des apports assez importants dans le fond de la cuvette par condensation, donc rosée ou brouillard, et que c'est un effet non négligeable sur les apports en eau. Donc la tourbière est au fond d'une cuvette de 100 mètres de dénivelé, et les mesures de température dans le fond de la tourbière et en partie supérieure de l'alvéole, il y a une différence de 10 degrés. Donc des fois il gèle dans le fond de la tourbière au mois de juillet, alors qu'il fait plus 10 degrés au milieu de la nuit sur les collines à 100 mètres plus haut. Ouais, j'ai presque fini. Et donc, ouais, ce qu'on suppose, c'est que effectivement, il y a un rôle assez important des dépôts par brouillard ou par rosée, notamment en fin d'été, par nuit claire, lorsqu'il y a une inversion de température dans l'alvéole. Donc ça, on va essayer de travailler dessus un petit peu plus pour essayer d'estimer la contribution de ces apports-là. Et donc néanmoins, en regardant la position de ces points entre l'eau de pluie et les eaux souterraines, on peut estimer grossièrement la contribution des eaux souterraines à la balance hydrique de la surface de la tourbe en fin d'été. Et on s'aperçoit que cette contribution est assez variable. On peut avoir à peu près 0 jusqu'à à peu près 80%. La médiane, c'est à peu près 50%, donc 50% d'apport souterrain, 50% d'apport par précipitation, et une variabilité quand même assez forte. Et si on compare ça par rapport à ce qui est simulé par le modèle hydrologique, donc là c'est ce qui est la composition, les apports souterrains pour les 6 derniers jours avant le prélèvement, 15 derniers jours, etc., 90 jours et la dernière année. Et donc on s'aperçoit, c'est ce que je disais, on est à peu près aux alentours de 30% si on prend sur un an, d'apport souterrain, un peu moins en été. Voilà, de l'ordre de, disons, 30% d'apport souterrain. L'approche isotopique nous dit que c'est probablement un peu plus que ce que le modèle suggère, donc aux alentours de 45-50%, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment des résultats tout frais, puisque j'ai fait ça dans le train hier. Vous avez vraiment la primeur, on ne peut pas faire plus frais. Donc les conclusions, donc oui, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, et notamment on va essayer de voir s'il y a certaines espèces de plantes vasculaires ou de bryophytes qui sont associées à des zones d'exfiltration plus importantes que d'autres. Donc les conclusions, c'est que la contribution des eaux souterraines au bilan hydrique de la tourbe de surface de ce type de tourbière est très importante, y compris en fin d'été. Donc on doit prendre en compte, comme a été dit ce matin, le bassin versant, même si dans une première approche écologique ou purement végétationnelle, on peut conclure que la tourbière est tombrotrophe et qu'elle a été désignée site Natura 2000 sur cette base. Mais il ne faut pas négliger non plus les apports des eaux souterraines, parce qu'elles peuvent être très importantes. Ces apports peuvent être très importants. La deuxième conclusion, c'est que le modèle hydrologique estime bien cette contribution à l'échelle de la tourbière, puisqu'on reproduit très bien la distribution des végétations tourbeuses. Mais il faut peut-être se méfier quand même, parce que peut-être pas aller pousser trop loin, et il y a probablement on l'a vu, il y a des différences entre les prédictions du modèle et puis ce qu'on mesure avec les isotopes, même si on obtient la même image globale. À l'échelle de la microforme ou de la butte par exemple de Spain, ou même du microtope, de la centaine de mètres carrés à peu près, c'est probable que le modèle ne soit pas performant, puisqu'on ne connaît pas toute la variabilité du sous-sol, on n'a pas cartographié le degré de fissuration du granit par exemple, donc il y a probablement également beaucoup
de dépôts qu'on n'a pas mis en évidence au-dessus d'une granite fissurée. On n'a pas pris en compte l'épaisseur des arènes qui peuvent jouer un rôle dans la circulation des eaux. Donc on ne peut pas non plus aller trop loin et prédire la végétation à une échelle très fine avec le modèle hydrologique. Et puis donc, ce qui est intéressant, ce qui nous a un peu surpris, c'est le possible rôle du brouillard ou de la rosée dans le bilan hydrique de la tourbière en fin d'été. Puis comme je le disais, on est encore en train de travailler dessus, donc c'est à suivre. À dans 2 ans pour la suite.